C'est Bernard Rudiger qui va rendre compte, en partie seulement, des raisons pour lesquelles nous avons intégré ce film dans notre programme. Donc, Bernard Rudiger est artiste et professeur à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Il partage avec moi la responsabilité de ce groupe art contemporain étant de l'histoire, qui a une histoire qui date déjà d'au moins une dizaine d'années. Donc, de par sa triple culture allemande, italienne, française, Bernard Rudiger est un artiste qui est aussi un théoricien, un intellectuel avec lequel nous avons un échange serré et parfois très serré. Donc, la question souvent porte sur les liens entre certaines idées et certaines œuvres que je suis souvent très en retard à comprendre, mais je finis toujours. À la fin, je comprends qu'il y a un lien. Donc là, ce sera le cas aussi pour ce film, je pense, assez mystérieux en soi et assez intriguant aussi dans sa relation avec l'ensemble de notre programme. Donc, Bernard Rudiger a exposé régulièrement, mais et aussi a été à Milan à la fin des années 80, à l'origine d'un espace d'exposition et d'une revue qui s'appelait Tira Correndo. Depuis, il n'a pas renoncé à fonder des revues, ou participer des revues, à des groupes de recherche comme celui dont nous faisons tous partie ici. Donc je lui laisse maintenant la parole. Oui, je lui laisse la parole. Merci. Donc je vais vous parler des questions de transcodage. Et il y aura, il me semble, des liens avec ce qu'on a entendu de Ralph Hubel tout à l'heure. Et j'essaye aussi de revenir donc sur cette œuvre de Pierre Huyghe, mais aussi sur le dessin de Jimmy Durham que nous avons exposé dans la salle Warburg. Pour ce faire, il me faut passer par mon travail personnel. C'est quelque chose qui est indispensable parce que la pensée théorique, au moins celle que nous essayons de mettre en place ici, a aussi beaucoup à voir avec une pensée théorique qui naît de la pratique des œuvres, dans la pratique en atelier comme la pratique de la fréquentation. Mais la pensée théorique donc, est aussi intrinsèquement liée à ce que par les œuvres on expérimente et on comprend. Donc il y a 3 étapes qui me sont nécessaires pour essayer de vous faire comprendre la question qui m'intéresse ici, celle du transcodage, la relation donc à cette mise en musique des L'Île de Pierre Huyghe. Je passe donc par ces 3 étapes, j'essaye d'être les plus brefs possibles. Je passerai aussi un peu brièvement sur la question traumatique et les paradigmes du choc. Donc s'il y aura des questions, peut-être je peux revenir sur cet aspect. Je passe un peu vite parce qu'on y a travaillé pas mal sur ces questions et parce que aussi ça prendrait beaucoup de place si je devrais replacer toute la logique à partir de laquelle je parle donc des chocs et des traumas. Mais évidemment, je suis prêt à répondre à toutes vos questions dans ce sens. Donc, pour ces 3 premières étapes, donc, le musée Pecci de Prato a été construit dans les années 80 sans fenêtre et constitué d'une dizaine de white cubes de 12 mètres sur 12 et 6 mètres d'auteur. Il ne pouvait se parcourir que dans un sens. Arrivé à la 10e salle, il fallait faire marche arrière et parcourir à nouveau toute l'exposition pour venir vers la sortie. En 1991, le musée consacre une première exposition à la nouvelle génération d'artistes italiens dont je faisais partie. J'ai donc demandé à investir cette dernière salle, la 10e. La période de préparation de cette exposition avait été accompagnée pendant plusieurs mois par les sons de tambours qui annonçaient l'imminente entrée en guerre de l'Amérique de Bush père après l'invasion du petit émirat pétrolier du Koweït par l'Irak.
L'exposition débutait en janvier 1991 et lors du montage, j'ai suivi avec horreur les images techniciennes et lisses de cette bataille aérienne qu'on avait baptisée Tempête du désert. Ces sentiments d'horreur me venaient aussi de tout ce que ces images ne montraient pas, mais que mon inconscient continuait à essayer de reconstruire dans les cauchemars qui habitaient mes nuits. Depuis le mois d'août, j'élaborais avec inquiétude croissante tous les non-dits que la censure occidentale diffusait par ces exercices de bourrage de crâne qui étaient devenus les informations. Il m'était devenu impossible de combler la distance entre les images et les informations du jour et celles inconscientes produites pendant la nuit. C'est qu'au fond, je n'arrivais plus à concilier mon travail fortement axé à l'époque sur des problématiques de perception avec l'immanence du réel catastrophique que ce début de guerre annonçait. La situation spécifique du musée et l'atmosphère que cette nouvelle guerre avait produit m'ont amené à créer une œuvre in situ. L'architecte de ce musée Pecci avait dû revoir ses plans en cours de réalisation. Il avait bêtement oublié de prévoir l'accès pour les œuvres dans les salles situées à l'étage. Il avait donc modifié les derniers murs de la 10e salle pour qu'ils puissent être ouverts du sol au plafond et permettre la traction des caisses à l'étage. J'ai donc pris la décision d'ouvrir le musée sur le monde extérieur en plaçant une vitre de 3 mètres de largeur sur 6 mètres de hauteur devant cette ouverture qui donnait sur la banlieue de Prato. Les grands vers gardent de son aïeul du Champien la relation essentielle qui s'établit entre l'arrière-plan de l'œuvre, le monde tel qu'il est au moment de la visite du regardeur, et les premiers plans. Les grands vers de Prato n'accueillent aucun dessin. Il n'y a pas d'œuvre sur ces plans transparents. Il n'y a donc rien à reconnaître qui proposerait une différence entre la surface de l'œuvre et l'arrière-plan historique devant lequel il se dresse. À ces propos, je trouve que la dernière installation de Duchamp au musée à Beaubourg était pour moi très décevante. Les grands vers reconstruits est placé devant une photo que Duchamp pensait à l'époque être la bonne photo pour les placer, or que ça coupe complètement la relation à un temps historique qu'est le nôtre contemporain. Ces grands vitres, ils devraient être devant un temps historique qui est celui du spectateur et non pas devant une photo ancienne. Donc ça me semble un aspect intéressant et essentiel pour les titres que j'avais donnés à cette œuvre. Donc, entre l'espace de perception du spectateur, sa structure psychologique qui élabore les informations et développe ses sensations, et la surface transparente du verre qui fonctionne comme une délimitation, tout se passe comme s'il n'y avait pas de solution de continuité. L'absence de tout dessin sur les grands verres lui assigne un rôle fonctionnel d'une paire de lunettes. On regarde à travers, on ne regarde pas la surface. S'il n'y a rien qui est désigné comme étant à regarder, le spectateur doit décider de ce qu'il y a à voir. Mais aussi, et c'est une opération bien plus complexe, s'il y a seulement quelque chose à voir. C'est ces passages de la perception à la décision de voir qui me semblent révéler une problématique intéressante et plus générale dans l'art contemporain. Tenir ensemble ce qu'on expérimente avec ce qu'on connaît du monde devient tout autre chose si on abandonne le terrain de la mimésis et de la représentation. Devant les grands vers, le regardeur doit décider du lien, du sens. Il doit trouver sa position pour commencer à voir quelque chose. Cette surface transparente, tout en ne donnant que les contextes à voir, semble au premier abord inadaptée à tisser un lien avec l'histoire et la condition politique. Sans objet, elle se présente comme hors du temps. Ce paradoxe a été pour moi le résultat le plus fécond de cette exposition. Peu de temps après, j'ai exposé au Ridotto del Teatro Verdi de Florence, un ancien lieu de répétition du théâtre, une œuvre qui fermait l'accès à cet immense espace vide. Il s'agissait de 2 escaliers qui, à l'intérieur d'architecture sommaire en forme de promontoire, permettaient à 2 spectateurs de monter à 3 mètres d'auteur pour observer les lieux vides. Ce qui m'intéressait était l'espace vide et avec lui l'absence de tout objet qui aurait pu retenir l'attention des spectateurs. Concentrés à monter l'escalier, ils étaient pris par les vertiges, limitant la perception à l'expérience physique. La découverte du vide produisait un contraste des plus forts.
Je vais m'intéresser à ces moments précis où la perception se détache, là où elle doit se décider à rester ciblée sur la condition physique du corps ou à habiter l'espace vide. Il s'agit en effet de meubler littéralement le vide, lui donner consistance, l'attribuer à un sens qui contrasterait forcément avec l'attention immédiate portée sur l'équilibre, l'urgence de redescendre dans un lieu sûr et retrouver une situation apaisée. La forme de mes travaux des années 80, encore à l'œuvre d'Anne Royman, doit beaucoup à la réflexion sur l'étonnante attente que l'œuvre de The Lighting Field de Walter de Maria était capable de produire. C'est une attente d'événements démesurés, les éclairs qui tombent sur les kilomètres carrés des paratonnerres, mais aussi une potentialité imaginative produite par l'attente même du déchargement électrique à venir. Il y a dans cette œuvre, perdue dans un lieu sans repère et sans mesure, quelque chose qui pourtant habite l'espace. On attend quelque chose, on s'attend à remplir ces morceaux de vide par une intense activité qui reste avant tout imaginative et projective. Donc, on imagine en fait les déclenchements de l'éclair. Dans toute notion de projection, il y a l'idée d'habiter l'étendue vide qui s'ouvre à nos yeux. Faire la place et ordonner la place, comme l'explique Heidegger d'une façon éclairante dans son texte sur l'art et l'espace. Mon œuvre, celle du Teatro Verdi, porte en titre la substantivation du verbe « faire espace », räumen, que Heidegger propose dans ses textes. Dans l'idée de produire l'espace, il y a aussi en allemand l'idée de l'ordonner, c'est-à-dire de les laisser se faire. Un ordre s'est fait qui rend habitable, qui réunit dans la perception subjective de l'espace ce qui nous tient à notre place avec ce qui nous fait participer de l'ensemble, c'est-à-dire de ce qui nous échappe. Comme Heidegger dit, Dan Räumen parle et se cache en même temps un événement. La notion de Räumen ouvre la possibilité d'une promesse qui n'est pas dans un ailleurs métaphysique, mais bien dans le résultat de notre propre occupation physique et imaginative de l'espace. En paraphrasant Heidegger, on pourrait dire que dans la façon de produire la forme par une grille de paratonnerre sur 1 km², Walter de Maria ne fait que créer une clairière, ce que Heidegger appelle une différence dans la continuité indistincte de l'espace sans mesure. La grille de paratonnerre ne fait qu'accueillir une forme préexistante. Il rend visible l'ordre naturel des choses, en fait la possibilité de l'éclair. Cet ordre dit quelque chose d'essentiel du monde physique dans lequel on se trouve, en même temps qu'il dit de l'œuvre qu'elle cache, en rendant visible l'ordre naturel, la promesse de sa différence, pointant finalement ce qui échappe à l'espace réglé, sa singularité. Il me semble ça un point important dans la réflexion de Heidegger, c'est-à-dire qu'en regardant la règle, finalement, on pointe, donc on se met à penser à ce qui échappe à la règle même, donc à quelque chose qui n'est pas ce qu'on regarde, la singularité. Bien qu'inscrite tout naturellement, si on ose dire, dans le concret du monde, la forme ouvre un espace autre. Par l'effet qu'elle donne ordre à l'espace, elle nous pousse à l'éveil, elle amène l'idée d'un lieu où ce que l'ordre cache peut se manifester, un espace projectif dans lequel notre imagination s'engouffre. En travaillant plus précisément sur les moments où cette activité imaginative se déclenche, même s'il n'y a pour ainsi dire rien à voir, j'avais compris que les passages d'un état à l'autre est le moment du Räumen. On passe d'une attention prisonnière de la physis et des lois naturelles à une activité d'imagination. L'état naturel de l'attention, inconsciente et automatique, se transforme dans l'instant du Räumen dans un état d'éveil, la recherche consciente de quelque chose à voir. L'absence de tout dessin sur les grands vers a pourtant posé un problème majeur dans mon travail. Les déclenchements d'une conscience imaginative qui représente les moments du Räumen ne permettaient pas de tenir ensemble l'aspect politique et l'immanence historique de la guerre avec les moments d'éveil à la conscience. Dans mes expositions entre 1990 et 2000, j'ai travaillé sur ces paradoxes, donnant de plus en plus d'importance à l'horizon devant lequel j'ai placé mes œuvres.
Mes projets mettaient en tension des formes sculpturales au centre de l'espace, des machines célibataires aux formes disproportionnées et des œuvres qui s'est placées comme des fenêtres sous les murs ou fond du lieu d'exposition. Pour l'ouverture de la Galerie Michel-Rhin à Paris en 2000, j'ai réalisé une installation à partir de 2 œuvres. Au centre de l'espace, une énorme machine célibataire avec 2 bras sous lesquels circulent 2 petits moteurs en rail. Par un incessant mouvement des va-et-vient, cette machine semble n'ait jamais achevé son action de fécondation. Les très longs titres de cette œuvre étaient empruntés à 2 œuvres de Picabia, La Vierge dans un tango avec son grand julot, ou Mon amour, je voudrais être enterré dans un énorme paratonnerre. Sur les murs de la galerie, il y avait 4 tirages en noir et blanc d'une série de 7 œuvres. Manresa, leur titre, est emprunté à Joseph Beuys et à sa performance de 1966. Dans cette action, Beuys réalise ce qu'il appellera les Hauptstrom, donc les courants principaux ou les centres du courant. Elle se base sur la mise en action de la tension entre 2 pôles. L'élément 1, les générateurs, lieu de la matière de l'imaginaire scientifique, et l'élément 2, lieu de la projection de l'esprit. Après chaque cycle de transformation, Beuys interrompt la performance et hurle de vive voix « Wo ist Element 3 » Où est l'élément 3 ? C'est par l'interruption du flux de l'action que Beuys énonce le paradoxe. Quel est l'objet de la tension entre les 2 éléments ? Quel est le fruit ? Comment générer un lien par la tension et l'opposition ? Francis Picabia appelait les tableaux et dessins techniques qu'il avait commencé à réaliser à New York en 1913, Fille aînée sans mère, avant que Duchamp ne les nomme machines célibataires. Réalisé uniquement pendant la période de la Première Guerre mondiale, que Picabia observe depuis les pays non engagés, il représente des parties mécaniques reprises dans les revues ou des livres de technique. Comme la machine qui reste obscure et ne semble rien exprimer, la qualité du dessin ne permet pas non plus d'établir une relation sensible à cet objet ni au monde qu'il est censé représenter. Le regardeur peut étudier le tableau autant qu'il veut, il est construit comme un rebus sans solution. Aucun récit ne semble associer les objets représentés, l'exclusion du spectateur de sa propre sphère sensible est machinique, comme l'aurait dit Picabia. Paroxysme de la douleur, ces mots sont écrits à côté de cette machine qui, avec une ironie certaine, suit sa propre logique. Une machine à pression, un distillateur, qui, une fois arrivé à son paroxysme, sécrète la matière sublimée. Si on regarde ces tableaux comme un signal qui ne demande pas à être interprété, mais sert à activer notre intelligence consciente par l'association des détails isolés, dans un exercice benjaminien de dialectique de la mobile, alors on ne peut pas tenir compte de ce qui s'est passé exactement dans ces années-là de l'autre côté de l'océan. Les filles aînées sans mère, ces symptômes isolés de toute généalogie et de toute forme de récit, nous incitent à détourner notre regard et à voir ailleurs les réels historiques du monde que les tableaux ne se chargent plus de transmettre. L'art des années de la Grande Guerre a inauguré une nouvelle dimension de l'expérience esthétique, capable d'intégrer une donnée toute nouvelle, l'absence d'objet. Regarder en pleine conscience ce qui se passe autour. Impossible de ne pas associer la machine à bien d'autres machines, les véritables, celles du paroxysme de la douleur, en pleine action, postées face aux tranchées. Picabia disséminait beaucoup d'informations énigmatiques et contradictoires sur ses œuvres, nous laissant seuls en position de regardeurs conscients de la modernité machinique. Quelques indices en indiquent par contre clairement les contextes historiques dans sa revue 391 et dans les poèmes de 1918. Dans les tableaux de Picabia, l'absence n'est pas une forme abstraite, comme une surface peinte sur laquelle le spectateur active son regard. Il s'agit plutôt d'un objet manqué, de quelque chose qui, au sens psychanalytique, est à voir, mais que les spectateurs n'arrivent pas à placer. Voir sans arriver à attribuer un sens, voir quelque chose tout en manquant l'objet essentiel. Le regardeur est comme dans un état de conscience qui le coupe de toute capacité mnémonique et intuitive collée à l'apparence non sensée des objets placebo. Il les observe sans comprendre. La situation du regardeur peut être comparée à celle d'un individu en état de choc.
Cette nouvelle relation à l'objet, qui inaugure cette série d'œuvres, Les filles aînées sommaires, ouvre une toute nouvelle approche de l'expérience esthétique. Si on retient de cette comparaison psychanalytique la portée paradigmatique de l'idée de choc, le regard indéterminé peut activer un regard conscient, même en absence d'un objet à cibler, justement parce qu'il est conscient de l'importance de l'absence. Bien qu'incapable de nommer l'objet qui nous est essentiel, on peut en percevoir la centralité. C'est le manque même, le moteur de cette réactivation de l'expérience esthétique. Cette condition absurde, comme bien d'autres l'ont définie dans les décennies qui ont suivi la Grande Guerre, permet de penser les liens entre politique et esthétique par l'absence de l'objet. Les moments du Reumann, qui à partir de la perception d'un ordre développe une attention à ce qui lui échappe, s'ouvrent en un certain sens au lapsus. La conscience devient le véhicule de ce que le spectateur sait lui échapper et qu'il se doit de voir ou de savoir. Invité en Israël au printemps 2000 pour conduire un séminaire à l'école des beaux-arts de Bezalel à Jérusalem, j'étais confronté à un paysage qui résulte directement de la stratification des multiples conflits ouverts et souterrains. J'ai habité en face d'une vallée surpeuplée dont les premières maisons étaient toutes en ruine. La vallée conduisait directement au mur de lamentation, au socle donc du temple juif et de la mosquée d'Al-Aqsa. À l'heure de la prière, toute la vallée d'en face résonnait de sons amplifiés, une superposition des chants provoqués par la densité extraordinaire des mosquées dans ces lieux proches de l'esplanade du temple où Mohammed voit en rêve s'ouvrir les ciels. Toujours concentré sur la production d'Horizon, j'ai commencé à développer un projet autour de cette tension avec l'intention de garder trace de ces superpositions inconciliables. Pour ce faire, je suis intervenu sur le processus de captation d'une image numérique. J'ai substitué le rayon lumineux entrant dans l'appareil photo par une onde sonore, tout en gardant le processus de révélation photographique. Les sons enregistrés par 2 microphones qui captaient les paysages sonores, une fois traduits numériquement en points lumineux, devaient être imprimés sur un papier photosensible comme un négatif photographique. Pendant la mise en place de ces projets, beaucoup de choses ont changé en Israël et le début de l'intifada, le 28 septembre 2000, a rendu difficile et je dirais aussi inapproprié la mise en œuvre de ces projets dans les conditions de conflit ouvert. J'ai pris la décision en avril 2001 d'échanger des points de chute pour les projets. Je me suis rendu à New York en me disant que si le conflit s'est manifesté par une escalade de violence à la frontière du monde occidental, il était certainement aussi le produit de son histoire complexe et que sa stratification s'était faite aussi dans les centres financiers qui alimentent les conflits. Pendant 2 mois, j'ai quadrillé à pied la presqu'île de Manhattan à la recherche des sons de cette guerre qui se passe de l'autre côté de l'océan. Cette image de 2 mètres sur 10, Manhattan Walk after Piet Mondrian, tout en restant indéchiffrable et obscure, contient cette fois-ci une trace concrète. Elle est le document d'un moment et d'un lieu historique. Le World Trade Center, le 10 avril 2001, entre 17h10 et 17h12. Ce n'est pas seulement les cartels qui révèlent ces liens avec un réel historique. L'organisation de l'image en points lumineux traduit quelque chose de ces parcours. Or, le spectateur qui n'est pas un expert des outils numériques ne reconnaît ni l'image ni les outils qui en organisent les éléments visibles. Il décèle par contre immédiatement une structure logique, une évidence de la forme qui dit quelque chose de l'organisation de ces points. Il attribue aux points un ordre qui révèle, selon une approche heideggerienne, ce que cet ordre cache. Il y a bien autre chose à voir, et le cartel n'est fait que les confirmer. On se doit de voir quelque chose. On n'est pas seulement éveillé à la recherche de ce que l'ordre cache, on est conscient que cet ordre se fonde sur quelque chose qui doit être comprise. Je vous montre ici en situation d'exposition, donc toujours avec des machines, ici un orgue qui s'allume si le spectateur parle. L'ordre des points lumineux que les spectateurs observent sous la photo résulte d'un processus de transposition. Des sons ont été transposés en points lumineux qui se révèlent par un processus photographique. Il s'agit d'une transposition mécanique, un schéma donné,
l'algorithme qui résulte de la captation du son par un outil numérique, détermine la logique du code, les logiciels, lesquels à son tour transposés et réorganisés selon la logique des points lumineux qui donnent une image. Cette transposition mécanique n'est pas une invention récente, résultat des machines de plus en plus faciles à manipuler. Des formes évidentes de transposition font partie intégrante du travail de l'art. Quand Jimmy Durham commence dans les années 90 à caillasser les objets et à les écraser par des grosses pierres, les publics et la critique soulignent le choix du geste violent, l'inscrivant dans une tradition des avant-gardes des années 60 et 70, dont Chat, les coupes de feu dans les bras de l'artiste Chris Burden le 9 décembre 1971, est un exemple emblématique. Cette lecture fait des enjeux politiques une condition sociale de l'artiste qui s'exprimerait d'une façon directe et sans filtre. Or, l'évolution de la réflexion de Durham sur les pierres et plus généralement sur l'outil font de la pierre un sujet qui a une mémoire. Dessiner ou peindre avec des pierres, opération qui sera au centre de l'exposition de Durham à la galerie Michel Rhin en 2004, implique l'idée de transposer les dessins de l'intentionnalité de la main de l'artiste à celle de la pierre. Jimmy Durham opère à travers la pierre un travail de traduction. Tout ce que la main fait avec un crayon sur une feuille sous le contrôle des muscles de l'artiste et de ses intentions est traduit en poids et force de gravité. La pierre tombe, elle écrase la mine de graphite, elle fait éclater la peinture. Ce sont les images de production des tableaux exposés chez Michelin en 2004. Et donc, ces dessins qui est toujours de la même période, des mêmes jours de travail. Quand on regarde un dessin de Stoning Series, on est confronté, comme devant les rouleaux photographiques du Manhattan Walk à Piet Mondrian, à un schéma, un ordre qui est sous-jacent à l'ensemble des opérations et que les regardeurs essayent de déchiffrer. Si les gestes de l'écrasement restent violents, la lecture des œuvres de Durham change radicalement en les observant à partir des opérations de transposition qui les constituent. Les contextes politiques que ces œuvres indiquent s'en trouvent profondément changés. Ce n'est pas le contexte de l'artiste qui est politique, on n'assiste pas à un objet produit en réaction à quelque chose, mais à un objet qui dit qu'il y aurait à voir autre chose, à regarder au-delà de l'objet même, selon une logique qui nous échappe. Ce que les œuvres de Jimmy Durham indiquent peut-être bien plus clairement que celles d'autres artistes de ces mêmes années est la temporalité à l'œuvre dans cette opération de transposition. Toutes les œuvres de Stoning Series impliquent une transposition non seulement du geste, mais aussi du temps. Le temps est celui de la pierre. Elle nous observe passer dans l'instance fugitive de notre présence. La pierre a une mémoire, elle a des yeux. Toutes ces opérations de transposition se fondent sur une logique interne qui échappe au regardeur. Il est conscient de l'opération, mais dans une position d'incapacité à réparcourir les étapes de la transformation. Il sait qu'il y a un objet de départ qu'on pourrait définir comme l'objet réel. Il sait donc la transformation, mais il ne peut pas s'identifier. Il doit l'observer comme un objet indéterminé auquel il prête un sens à retrouver. Le concept de transcodage, fruit des techniques de programmation numérique, est peut-être le plus indiqué pour nous aider à penser cette forme de transposition et les liens qui me semblent essentiels à une source perdue, mais pourtant signifiant pour les spectateurs. Les codes qui, par exemple, définissent le niveau de couleur et l'emplacement des pixels lors de la captation d'une image avec un appareil numérique peut être réemployé dans un autre programme et donc transcodé. On peut faire une lecture acoustique d'une photographie numérique si on transfère les codes de l'image dans un logiciel de lecture de son. On peut aussi faire exactement le contraire, comme dans Manhattan Walk after Piet Mondrian. Ce qui m'intéresse dans cette idée de transcodage est justement les liens complexes entre l'objet de départ, ici le son capté passant devant le World Trade Center, et l'objet final, l'image abstraite. L'image, tout en gardant la trace du réel du son capté, reste décidément inconnaissable pour qui voudrait comprendre l'origine des pixels produits. Ces liens échappent aux spectateurs-auditeurs qui, en ne percevant pas la structure mathématique du code, mais sa manifestation perceptible, produite par ce que significativement les techniques numériques appellent les périphériques, fait l'expérience de l'objet absent.
Pierre Huyghe dit à propos de son film de 2005, donc au départ, A Journey That Was, il y a l'hypothèse d'une île nouvelle en Antarctique et la rumeur d'un être unique. À partir de ces postulats, il y a un déplacement vers cet ailleurs, un jeu avec les potentiels de la situation. Nous avons voyagé sur l'ancien bateau de l'explorateur Jean-Louis Etienne, nous avons trouvé l'île, puis elle fut modélisée et transformée en son. Cette dernière est jouée et devient un appel à cet autre qui est, on le découvre, un pingouin albinos. On voit effectivement sur l'île une petite station de son et lumière conçue pour relever la topographie. Ces relevés et leur transposition en langage morse seront à leur tour transcrits par le compositeur Joshua Cordy en partition pour orchestre symphonique et jeu de lumière. On voit dans les films les images de l'exécution de ces spectacles sous la patinoire de Central Park à New York le 14 octobre 2005, où, comme le précise Huyghe, selon un principe d'équivalence, un orchestre symphonique joue la forme de cette île. C'est dans ces parcs, dessinés à la fin du XIXe siècle comme une collection de paysages reconstruits qui devaient évoquer la flore de la presqu'île de Manhattan avant sa colonisation, que ce transcodage de l'île antarctique est exécuté pendant le temps nécessaire à jouer sa topographie morse, musique, lumière. Les spectacles de l'exécution, organisés comme une fête de feux d'artifice d'autrefois, montrent un faux semblant d'île en carton-pâte avec un pingouin albino automate qui apparaît brièvement dans la scénographie. Le transcodage musical du spectacle reconstruit une île dont on peut supposer l'existence réelle et sous laquelle on peut tout à fait imaginer la présence d'un pingouin blanc. C'est la forme du film qui organise le moment de ces voyages qui n'a pas été. Or, il n'articule pas les différentes étapes de cette expérience l'une par rapport à l'autre. Le montage du film n'exhibe pas le transcodage, au contraire, il expose les manques des liens d'une séquence à l'autre. Si dans la parenthèse entre l'explication du début et la reconstruction numérique de la fin, il y a une espèce de narration, différentes temporalités et différents lieux cohabitent dans ces films. On assiste à une juste exposition, une équivalence, comme dit Huyghe, de ces éléments. Les transcodages n'indiquent pas la source réelle qui a produit l'empreinte musicale. On ne comprend pas la partition, ni les règles qui la dictent. La suite d'images n'est fait qu'accentuer encore plus ces sentiments, donnant à voir des lieux et des moments qui se réfèrent toujours à quelque chose d'autre, à un original qui nous n'est pas donné de comprendre. Les films qui rendent tous ces éléments et formes équivalentes finissent par fragmenter les parties qui les composent et laissent les spectateurs incapables de reconstruire l'île, les voyages, les spectacles, l'expérience de l'Antarctique ou celle d'une soirée d'octobre à Central Park. Les pingouins, le pingouin albino a effectivement déserté les films. L'albino, donc l'objet absent, s'est fondu dans les paysages blancs. Depuis la naissance de la musique concrète en 1948, la question de la fragmentation du son et de sa source, l'usage du sampling et de la répétition ont fait leur apparition. La dislocation et la réorganisation selon une logique nouvelle d'éléments enregistrés sur bande magnétique en sont les structures essentielles. Bien que captés dans les mondes réels avec des outils qui rendent le son tout à fait reconnaissable, la pratique de la coupe, de la répétition, mais aussi de la simple changement de l'ordre, de la réduction ou de l'accélération de la vitesse de la bande magnétique ont été les premiers outils de conceptualisation du transcodage. Ils laissent l'auditeur dans l'impossibilité de comprendre non seulement les transformations, mais aussi la source de cette musique concrète. Si on regarde les formes d'art des années 50 et 60 de ces points de vue, on peut supposer que la multitude d'œuvres qui reposent sur les techniques de transposition et de la fragmentation, comme les actions d'artistes Fluxus par exemple, produisent avant toute autre chose une occultation de la source, de la règle ou de l'objet auquel elle se réfère. Chaque caractère de l'œuvre conduit les spectateurs vers un élément qui ne l'aide pas à comprendre l'image ou l'action et qui ne participe pas à reconstruire une image organique qui les place dans un lieu du monde. La forme fragmentaire, tout en laissant voir qu'elle se fonde sur une règle, ne se recompose pas dans une unité de vision.
L'œuvre ébranle la sensibilité du spectateur car elle lui indique que tout est à reconstruire. Elle fragmente, elle sépare. L'invention à l'après-guerre de ces nouvelles techniques pourrait faire supposer qu'il s'agit d'une reproduction mimétique et expressive du monde chaotique et détruit de l'époque. Mais si on revient au paradigme du choc, évoqué à propos des filles aînées sans mère de Picabia, et on peut penser avec Walter Benjamin et ses réflexions sur le changement radical du fonctionnement de l'expérience chez l'homme moderne, que la fragmentation et l'absence d'objets ne se limitent pas à une reproduction mimétique du monde de l'après-guerre. C'est plus précisément son développement du concept de choc-erlebnis, le vécu par les chocs ou l'expérience par les chocs dans les textes sur certains motifs chez Baudelaire, qui permet de penser les moments de l'éveil à la conscience comme une nouvelle forme de l'expérience esthétique. Radicalement opposé à la notion de contemplation, l'éveil de la conscience serait le mécanisme qui s'active à ce moment critique d'intense sollicitation qui est le choc. Dans son journal clinique, le psychanalyste Sándor Ferenczi souligne dans la note du 21 septembre 1930 la fonction positive de la fragmentation du sujet dans la condition du traumatisme. Il voit dans l'acte de séparer un mécanisme qui pousse à la guérison. Séparer pour diminuer la souffrance, mais aussi pour se défaire d'une vision subjective. Dans la note précédente, celle du 10 août, il développe l'idée que la fragmentation pousse à sortir de soi. Les sujets traumatisés peuvent ainsi s'élever et produire un nouveau type de regard que Ferenczi appelle topique. La fragmentation laisse les éléments enregistrés par la sensibilité dans une condition d'indétermination. Les sujets ne peuvent plus les recomposer dans une unité subjective. Il s'est produit alors, selon Ferenczi, une sortie de la perception hors du sujet. Tout se passe comme s'il pouvait flotter hors de lui-même pour observer le monde à partir d'une autre unité recomposée, différentes du point de vue subjectif que maintiennent habituellement notre corps dans une relation de continuité physique et psychique avec le monde. C'est cette idée ferencienne d'une sortie de la perception hors du sujet qui me semble la plus appropriée pour penser ces œuvres qui occultent l'objet, empêchant tout travail d'identification du spectateur avec les objets que les œuvres donnent à voir. Il y a dans les œuvres évoquées quelque chose à voir qui est hors de vue. Le sujet ne peut pas reconstruire une vision unitaire qui les tienne dans un même espace sensible et conceptuel de l'œuvre. Les procédés de transcodage disséminent des coupures tout au long de l'expérience perceptive. Ce n'est donc pas à partir d'une unité subjective que l'œuvre peut être expérimentée, c'est en sortant littéralement hors de soi, en allant trouver ailleurs ce qui n'est pas perceptible, que le spectateur moderne peut faire une expérience esthétique. C'est hors de soi n'est pas non plus une photographie aérienne d'un lieu où tout se recompose. Les choses ne se recomposent pas. Elles restent séparées dans un ordre temps que justement Benjamin souligne dans ses écrits sur le choc-erlebnis. Comme pour le rouleau de Manhattan Walk after Piet Mondrian, l'œuvre, cet objet radicalement identique à soi, cette machinerie qui ne travaille que selon son propre code, nous oblige à décider s'il y a un sens à ce qu'on voit ou s'il n'y en a pas. Le spectateur contemporain doit avant tout déterminer sa position face à l'étendue des possibles. Il se doit de fournir un travail lui permettant de reconstruire un lien pour tenir ensemble les éléments radicalement séparés. Il s'observe à partir d'un autre point de vue, topique, non subjectif. Il se regarde en train d'essayer de comprendre l'œuvre et juge de sa position. Il est hors de soi, hors du temps, dans un moment de suspension où il arrive à tenir ensemble des temporalités inconciliables, des éléments disparates de son expérience et de son savoir qui se situent hors de son champ sensible. Merci.